Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, affaire Aliou Sall, le procureur lance un appel à témoins. La DIC est désormais chargée de l'enquête quant au rapport de l'IGE. La section recherche de la gendarmerie est activée pour déterminer l'origine de l'ébruitement. Le procureur de la République, justement, met en cause la lisibilité du rapport 2015 de l'OFNAC. Rapport accablant l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, ex-directeur du COUD, Cheikh Oumar Anne. Serigne Bassirou Gueye demande à l'OFNAC de revoir sa copie. Dénouement imminent du dossier Fallou Sène, les étudiants de l'UGB sautent au plafond. Que le droit soit dit dans toute sa rigueur, c'est ce que réclament les camarades de Fallou Sène. Le Sénégal dans le chapeau des pays à faible revenu, que comprendre de ce rapport de la Banque mondiale? Faut-il s'alarmer? Explication dans ce journal. En sport, Sidi Sarr et Santingom ont quitté la tanière. Aliou Cissé peaufine sa tactique avec 22 joueurs pour le moment. En attendant, le champion d'Europe Sadio Mané. Sa prise de parole était attendue. Le procureur de la République fixe rendez-vous à la DIC tous les experts détenteurs de preuves dans l'affaire Aliou Sall pour élucider ce dossier. Par ailleurs, Serigne Bassirou Gueye nous apprend qu'il a envoyé une demande d'ordre de poursuite dans l'affaire Fallou Sène. Des avancées sont attendues dans les prochaines heures. Habib Faye et Diafar Abba. Après des heures passées dans la salle de conférence, le procureur de la République, surpris par la pléthore de médias présents, se prononce enfin sur l'affaire Aliou Sall, BBC, qui fait jaser depuis une semaine. Soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Sur cette affaire, Serigne Bassirou Gueye déclare que l'enquête est ouverte. Voilà, petit souci technique avec l'élément, nous allons revenir là-dessus, mais sachez que le procureur a évoqué également l'affaire Fallou Sène et justement les étudiants saluent cette avancée dans le dossier Fallou Sène. Cette annonce est une bouffée d'oxygène pour les camarades de Fallou Sène, mais ils attendent quand même la suite. Nous suivons le micro-trottoir réalisé par nos équipes à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est seulement que je suis content de l'entente en tant qu'étudiant. Donc tout ce que l'on veut, c'est que la justice soit faite. Donc par rapport à ce problème qui a tant duré. Quand la communauté universitaire souhaite vraiment que ce dossier soit vraiment définitivement réglé par la justice et que notre temple que nous aimons tant puisse retrouver le calme nécessaire au développement des activités pédagogiques. Bon, c'est ce qu'on attendait de lui. Comme il l'a dit, le rapport lui a été remis, donc il dit que l'acte qui doit suivre sera pris d'ici demain. Il va aussi communiquer et la communauté estudiantine lui attend et donc on est impatient d'entendre le nom de celui qui a commis l'acte. Il me semble que oui, l'affaire doit être élucidée parce qu'il y a eu mort d'homme. Mais je crois que j'ai aussi certaines préoccupations parce que le moment est mal choisi. Les choix soient clairs, oui, puisqu'il y a une mort d'homme et puis la vie, elle est sacrée. Et puis, pluie de réactions, comme vous pouvez l'imaginer, après la conférence de presse de Serigne Bassirou Gueye. Abdoul Mbaye, par exemple, se réjouit de l'appel à témoins lancé par Serigne Bassirou Gueye. L'ancien Premier ministre déclare tout de même qu'ils vont écrire, eux, le CRD à la DIC. Et puis, l'enquête pourrait aller en mode fast-track si jamais Aliou Sall lui-même avait porté plainte. Mieux vaut tard que jamais. Et également, mieux vaut un tout petit peu quelque chose que rien du tout. Je dis cela parce que une enquête ouverte avec appel à témoignage, apparemment ils ne sont d'ailleurs pas contraignants, qui veut vient, certains seront peut-être convoqués, je ne sais pas. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'il n'y a pas une maîtrise de la durée. Moi, j'aurais souhaité que Aliou Sall le porte plainte, l'excitation directe, et puis à ce moment-là, les choses allaient pouvoir aller vite. Cette solution l'arrange, il faut le dire, parce qu'on savait qu'il allait réfléchir à 2 fois. Je n'avais pas donné mes documents comme ça, je vais écrire à la... Je n'avais pas l'air. Non, je vais leur adresser un courrier
dès demain sans aucun doute, en leur demandant, en tout cas avant la fin de la semaine, leur disant que je me tiens à leur disposition et ils voudront bien m'accorder un rendez-vous et je me rendrai avec les documents dont je dispose. Réaction également de Cheikh Tidiane Dièye, le président de la plateforme Aar Li Ñu Bokk est également déçu. Cheikh Tidiane Dièye estime que ce n'est pas la bonne méthode pour faire la lumière sur ce scandale, situer les responsabilités. C'est ce qu'il faut faire clairement. Nous l'écoutons interrogé par Fatima Touré. Au nom de qui il a parlé? C'est le procureur de la République, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il a parlé en mon nom, parce qu'il n'a pas posé les bonnes questions, les questions que j'attendais. Il a abordé pêle-mêle une série de choses. Par exemple, le cas de l'étudiant qui a été tué à Saint-Louis. Pendant des mois et des mois, les étudiants ont manifesté. Ils se sont battus pour que la lumière soit faite. Personne n'a réagi. Pourquoi attend-il aujourd'hui pour en parler? Il nous a parlé du coude. Ce rapport est sorti depuis 2016. Ils savent tous ceux qui ont été coupables d'avoir commis des actes frauduleux, des malversations également. L'OFNAC, le rapport est limpide, il n'y a rien d'incomplet dans le rapport qui justifierait qu'on le lui retourne. Pourquoi il ne s'est pas saisi de cette enquête pour faire ce qu'il avait à faire? Aujourd'hui, évidemment, la stratégie qu'on met en place, c'est d'essayer de noyer l'affaire du pétrole et du gaz dans un ensemble d'autres choses qui n'ont rien à voir. Tout ce qu'il fallait donner comme information a été donné. Tout le reste a été rendu public, y compris dans les réseaux sociaux, jusque dans les rapports de l'IGE. Mais le procureur, il a entre ses mains tout ce qu'il a envie d'avoir, tout ce qu'il a besoin d'avoir pour ouvrir une véritable information et tirer cette affaire au clair. Et puis retour sur le point de presse de Serigne Bassirou Gueye qui lance un appel à témoins. Tous les experts détenteurs de preuves peuvent aller directement à la DIC pour élucider ce dossier. Par ailleurs, Serigne Bassirou Gueye également est revenu sur le dossier Fallou Sène. Reportage Habib Faye et Youssou Baro. Après des heures passées dans la salle de conférence, le procureur de la République, surpris par la pléthore de médias présents, se prononce enfin sur l'affaire Aliou Sall, BBC, qui fait jaser depuis une semaine. Soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruits d'ouvrir une enquête sur les faits. Sur cette affaire, Serigne Bassirou Gueye déclare que l'enquête est ouverte à toute personne détentrice d'informations pouvant aider. Je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements, à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. Concernant l'affaire Fallou Sène, le procureur annonce avoir soumis une demande d'ordre de poursuite à la gendarmerie. Quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps, long ou court selon, pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'affaire des 94 milliards, Serigne Bassirou Gueye affirme avoir reçu la plainte de PASTEF. Sur ce, il dit attendre la fin de l'enquête entamée par l'Assemblée nationale pour se prononcer. Et Aliou Sall a rétropédalé dans sa volonté de traduire la BBC en justice suite à l'annonce de la saisine du procureur par le ministre de la Justice. Pour l'instant, les conseils du maire de Guédiawaye vont saisir plutôt le médiateur de la British Broadcast Corporation, suivant le récit de Mamadou Fall. Aliou Sall fait-il volte-face? Il ne va plus porter plainte contre la BBC, comme annoncé suite à la saisine du procureur général de la Cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête portant sur les mêmes faits. Pourtant, le président de la République et le ministre de la Justice avaient déclaré que c'est une affaire privée déclenchant aujourd'hui l'annonce d'une saisine du procureur par le ministre de la Justice. Une plainte qui sera seulement paralysée par l'action du parquet selon Maître Mohamedou Moustapha Dieng. L'avocat précise que les dispositions de la loi pénale en vigueur font temporairement obstacle à la volonté du frère du président de la République d'ester en justice. L'avocat a précisé que la situation actuelle leur commande de saisir
au préalable la BBC d'une réclamation qui l'oblige à ouvrir une enquête sur la fiabilité des informations ainsi que sur le respect par la journaliste Mayeni Jones des normes éthiques régissant l'exercice de la profession. Il précise également que la BBC sera tenue d'y répondre. Toutefois, l'avocat souligne qu'en cas de rejet de leur réclamation, ils vont porter plainte devant l'Office fédéral de la communication du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Instance de recours seule habilitée à se prononcer en appel sur cette violation grave des droits de leurs clients. Il a par ailleurs révélé que la requête sera déposée ce 12 juin. Merci Mamadou. Et puis un peu plus tôt dans la matinée, la coalition Benno Bokk Yakaar est montée au créneau pour défendre Aliou Sall. La coalition attend des preuves concrètes dans cette affaire. Les membres de Benno Bokk Yakaar accusent d'ailleurs l'opposition de souffler sur la braise. Aïssatou Gueye et Pape Sango Demba. You knew that he was paying the president of Senegal's brother, so why go ahead with the deal, sir? Des accusations de la chaîne britannique BBC portant sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar attendent des preuves. Ils accusent l'opposition de vouloir jeter le discrédit sur l'État. Le peuple doit savoir qu'une frange de l'opposition aigrie, revancharde, a décidé de trahir la cause nationale et poursuivra assurément dans sa vaine tentative de déstabilisation parce qu'elle est à la solde de donneurs d'ordre étrangers tapis dans l'ombre, dont le dessein est de fragiliser notre pays. Ces traîtres, puisqu'il faut le dire, ce sont des traîtres, doivent cependant savoir que notre pays est une grande nation, porteuse d'une tradition démocratique et républicaine qu'aucune tentative occulte ne saurait déstabiliser et encore moins ébranler. Le pétrole et le gaz, un début de solution pour le Sénégal. Le porte-parole de Benno Bokk Yakaar explique. Un secteur pourvoyeur d'emplois pour des ingénieurs, des chercheurs, des professionnels du marketing, des juristes, des avocats, des ouvriers de tout le secteur, que ce soit des plombiers, que ce soit des souduriers, que ce soit des menuisiers, quelles que soient leurs compétences. Le secteur des hydrocarbures est en vérité une véritable opportunité pour pourvoir de l'emploi pour notre jeunesse. Mais le Sénégal bénéficiera entre 65 et 75% des revenus à partir des taxes d'une part et de l'autre part ses parts dans l'exploitation du pétrole et du gaz qui va arriver. Un débat sur le pétrole et le gaz agité depuis la diffusion du documentaire de la BBC. Une polémique à l'origine de la sortie du procureur de la République qui prend l'affaire en main. Voilà, et puis vous le savez, le Congrès de la Renaissance démocratique, Abdoul Mbaye et compagnie veulent poursuivre le chef de l'État dans cette affaire pour haute trahison. Est-ce réaliste? Parler de haute trahison dans cette affaire, c'est peut-être aller un peu trop vite en besogne, car cela nécessite tout de même une procédure particulière. Suivons les explications de la robe noire, Maître Baba Diop. Pour dire les choses dans la rigueur des principes, il est encore trop tôt pour parler de haute trahison. Déjà, on ne sait pas quel rôle le président a pu jouer dans ce scandale-là. On ne sait pas. Alors, il faudrait d'abord que tout cela finisse, qu'on puisse savoir véritablement si le président de la République avait une certaine responsabilité dans cette affaire-là, qu'on puisse parler de la procédure de haute trahison. Parce que c'est une procédure qui commence déjà justement, effectivement, par la preuve faite que le président est impliqué dans ce scandale-là, et ensuite saisir l'Assemblée nationale pour mettre en branle la procédure de haute trahison. Maître Baba Diop a été l'invité du 13h. Le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, pour sa part, apporte son soutien à tout organe habilité à faire la lumière dans cette affaire. L'ITIE recommande par ailleurs un meilleur encadrement des conditions d'action des permis et licences dans le secteur extractif, en précisant les critères techniques et financiers à utiliser dans les procédures. L'ITIE d'ailleurs va publier son rapport sur l'année fiscale 2018 en octobre prochain. Et puis pour être complet dans ce dossier, sachez que votre émission ce soir, Faram Faté, Papa Ndiaye va recevoir le journaliste Cheikh Yérim Seck et un ancien de l'OFNAC, ancien conseiller à l'OFNAC, le Moudignan. Il est analyste politique.
L'actualité, c'est aussi cette sortie encore du procureur qui a livré également quelques détails sur l'affaire Cheikh Oumar Anne, accablé lui aussi dans le rapport 2015 de l'OFNAC. Justement, Serigne Bassirou Gueye avoue quelques difficultés quant à la lisibilité de ce rapport. Sur certaines pages, les chiffres diffèrent selon lui. Par conséquent, l'OFNAC devra revoir sa copie. Serigne Bassirou Gueye. En ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur de coude à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Propre recueilli par Youssouf Baro et Habib Faye. Et puis parlons du dialogue politique, mais du dialogue entre le gouvernement et l'Union européenne. Des sessions importantes pour échanger sur les accords bilatéraux. Une réunion s'est tenue ce matin en présence du ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, et de l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mengasson. Suivons le compte-rendu de Ibou Diouf et Diafar Abba. Il s'agit d'un dialogue entre le Sénégal et l'Union européenne. Une initiative pour poser les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas d'une particularité sénégalaise, il s'agit de la mise en œuvre d'un traité, d'accords qui nous lient à l'Union européenne. Donc il n'y a absolument rien, c'est la mise en œuvre d'accords conclus librement entre des parties et nous travaillons là-dessus. L'Union européenne demeure l'un des principaux bailleurs de fonds du Sénégal. Diverses formes de partenariat lient les deux entités. L'Union européenne, à travers ses divers programmes indicatifs nationaux, a alloué à notre pays un montant de 1107 millions d'euros, sous forme de dons, à l'effet de contribuer à la promotion d'une économie durable et inclusive. Échangés sur des questions d'intérêt commun, le Sénégal et l'Union européenne ont évoqué aussi la question des visas. On pense parler accessoirement, il faut peut-être de la question des visas des fonctionnaires. Aujourd'hui, globalement, et des agents de l'État, du secteur privé, comment faciliter tout cela dans un contexte où le président de la République a décidé nous a instruit de resserrer la délivrance des passeports diplomatiques. Un autre sujet, et nous échangeons sur la situation politique. Du côté de l'Union européenne, comme vous le savez, nous avons été appelés par le Sénégal à mobiliser une mission d'observation électorale lors du scrutin présidentiel qui s'est tenu en février dernier. Cette mission revient avec un rapport final et des recommandations. Il était important d'annoncer cette visite de retour qui commence donc demain. Dialoguer pour mieux relancer le partenariat, les questions politiques, économiques et sociales ont occupé une bonne place dans les débats. La prochaine rencontre entre le Sénégal et l'Union européenne devra se tenir avant la fin de l'année. Et puis venons-en à ce rapport qui classe le Sénégal parmi les pays à faible revenu. 552,427 francs CFA par habitant, c'est ce que stipule le rapport. Alors quelle explication économique donner à ce déclassement de notre pays et quelles seront les conséquences? Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy ont donné la parole à un économiste. Le rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques de l'année 2019 relègue le Sénégal parmi les pays à faible revenu, un classement presque constant depuis 2016. Lorsqu'il y a des résultats qui tombent au premier trimestre, au second trimestre, c'est là où il faudrait revoir un petit peu. En 2019, début 2019, on était en année électorale. Donc, forcément, tout ce qui est activité économique, on observe souvent que beaucoup d'activités sont au ralenti. Voilà, surtout lorsqu'il y a des troubles et autres, parce que les investisseurs n'aiment pas aller à l'aventure. À ce stade, peut-on dire que notre pays est rétrogradé? Lorsque les prévisions sont à la baisse, on peut le voir ainsi.
Voilà. Mais rassurez-vous, on a toujours été classé parmi les pays en développement parce que ce sont des normes avancées par la Banque mondiale. Chez le PNB, donc par habitant, est inférieur à donc 905 $ par habitant. Vous êtes considéré comme étant un pays en développement. Et jusqu'à présent, donc, ce PNB donc, est toujours inférieur à ce montant-là. D'ici la fin de l'année, les chiffres pourraient évoluer selon l'économiste qui préconise des réformes structurelles. Il le faut absolument. Il faut absolument, puisqu'on se dirige vers une économie qui dépendra donc fortement des ressources issues du pétrole et du gaz. On ne peut pas attendre jusqu'à ce que ces ressources arrivent pour commencer à réformer. Ça, il faut savoir anticiper. Il faut penser surtout d'abord donc, aux infrastructures, toutes sortes d'infrastructures. Qu'il s'agisse d'infrastructures donc, hospitalières, qu'il s'agisse aussi d'infrastructures donc, hôtelières ou encore routières. L'enseignant-chercheur pense aussi à la formation des jeunes au métier du pétrole pour booster les investissements. 2 poids, 2 mesures dans les opérations de désencombrement, c'est le sentiment des mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste. Ces derniers ruent dans les brancards suite à l'opération de désencombrement initiée dernièrement par le maire de Ouakam, opération qui aurait épargné les parkings privés pourtant implantés dans la même zone. Maguette Soare Diallo et Gervais Yao. Il ne reste plus que des débris. Une semaine après l'opération de déguerpissement sur la VDN à l'ancienne piste, les mécaniciens retrouvés sur place n'exercent plus, faute de clients. Nous sommes au chômage actuellement. J'ai demandé à mes apprentis de ne pas venir travailler. Comme vous pouvez le constater, les débris sont là. Actuellement, je m'occupe des voitures de mes clients qui n'ont pas été saisies. Sachez que depuis le mois de Ramadan, on ne travaille pas car la mairie nous a dicté sa loi. Ils crient à l'injustice. Selon eux, des parkings privés auraient été épargnés par la mairie. Certains ont quitté, d'autres non, à l'image de ces parkings privés. Ils ont payé tout comme nous, mais c'est la loi du plus fort. Les autorités municipales sont venues et nous ont sommé de quitter tous en laissant ici les parkings privés. Cette colère des mécaniciens fait suite à une vaste opération de désencombrement des voies publiques menée par la mairie de Ouakam, un passage des agents municipaux qui ne fait pas l'affaire de ces mécaniciens sur place depuis plus de 15 ans. Merci Maguette. Le monde de la santé en conclave ce matin sous la houlette du ministre de tutelle, les médecins-chefs de région ainsi que les membres des médecins-chefs de district ont lavé les blouses sales en famille. Cette thérapie de groupe avait pour but de discuter des préoccupations des acteurs de la santé, de l'approvisionnement en médicaments à l'arrivée prochaine du bateau Merry-Ships, ce navire de l'espoir qui propose aux populations des soins médicaux. Tous ces sujets ont été abordés avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Koumba Matlo, Ababakar Kamara. Une réunion qui a permis d'aborder des points essentiels, la redevabilité dans le système de santé ainsi que la prévention, entre autres les préoccupations des acteurs de la santé. Quand on parle de suivi des opérations financières, c'est voir la pertinence de l'utilisation de la ressource. C'est toute la question de la redevabilité qui est abordée avec les acteurs de terrain. Autre élément important, c'est passer en revue la chaîne d'approvisionnement des médicaments, et particulièrement les EXINA, pour voir comment ces acteurs qui sont à la base et qui représentent l'autorité doivent prendre en charge le dispositif d'approvisionnement pour nous permettre de réussir l'approvisionnement en médicaments. Au menu également, la gestion des conflits dans les formations sanitaires. Les conflits se déclarent. Et il faut absolument qu'au niveau territorial, que les médecins-chefs de région et de district se positionnent en négociateurs en amont pour qu'avant que le problème ne soit endémique, qu'on trouve les solutions. Je crois qu'en le faisant, on peut grandement atténuer les difficultés dans le secteur. Cette réunion a aussi été l'occasion pour préparer l'arrivée prochaine du bateau de l'ONG Mercy-Ships. La question liée au bateau Mercy-Ships qui va arriver bientôt au Sénégal au mois d'août et qui va rester pendant 10 mois pour traiter des opérations très complexes et plus de 1000 Sénégalais bénéficieront effectivement des services de ce bateau. Les MCR et les MCD sont chargés aussi de travailler sur la sélection des cas qui seront effectivement traités dans le bateau. Mensuellement, le ministre de la Santé se réunit avec les médecins chefs de région
une réunion des plus importantes dans la hiérarchie de direction du ministère, selon Abdoulaye Diouf Sarr. Merci Koumba. Et puis santé toujours dans le sud, les agents de santé communautaire du district sanitaire de Ziguinchor ont arboré des brassards rouges, organisé un sit-in suivi d'une assemblée générale dans l'enceinte du centre de santé de Ziguinchor. Ils réclament l'annulation de l'arrêt ministériel, les privant désormais de 75% de la motivation qu'ils percevaient sur les tickets. Boubacar Diassi, Lamine Mondiang. Mouvement d'humeur des agents de santé communautaire de Ziguinchor. Ils ont arboré des brassards rouges avant d'organiser un sit-in suivi d'une assemblée générale au centre de santé de Ziguinchor. À l'origine de ce mouvement d'humeur, un arrêté ministériel qui les prive de 75% de ce qu'ils percevaient comme motivation sur les recettes des tickets. Alors non seulement ce qu'on leur donnait, ça ne suffit pas, mais aujourd'hui on nous demande de couper en 4 ce qu'on leur donnait. Si je donne un exemple, si on donnait 10 000 francs aux communautaires, aujourd'hui, on nous demande de lui donner 2500 francs. Est-ce que ça, c'est normal? Je ne sais pas quels sont ceux qui se sont enfermés dans le bureau pour réfléchir. En tout cas, ils n'ont pas bien réfléchi. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est là pour montrer notre mécontentement par rapport à cet article-là. Or, selon ces agents de santé communautaire, ils sont incontournables dans le système sanitaire de notre pays. Parce que le système sanitaire de notre pays est tel que ce sont les agents de santé communautaire qui sont en contact direct avec les patients. C'est nous qui les accueillons, les enregistrons, c'est nous qui organisons aussi les causeries, c'est nous qui allons à la recherche des perdus de vue. Par conséquent, nous avons une part entière dans ce système sanitaire. S'ils veulent nous priver du peu que nous gagnons, cela nous fait mal, évidemment. Ces agents de santé communautaire de Ziguinchor déclarent que ce mouvement d'humeur n'est que le premier acte de leur plan d'action. Actualité sportive, parlons de la CAN 2019 à J-10 du premier match des Lions. Sidi Sarr et Santingom ont quitté la tanière. C'est désormais avec un groupe de 22 joueurs que Aliou Cissé peaufine sa tactique. 22 joueurs en attendant bien évidemment le champion d'Europe Sadio Mané. Les au revoir ne sont jamais évidents, indique le capitaine Cheikhou Kouyaté. Ce dernier tire aussi un bilan du match joué hier contre le Real Murcie et parle aussi de sa polyvalence au sein de la tanière. Reportage Mam Fatundoy. Ce matin, seuls 22 joueurs se sont entraînés. Les absents les plus présents étaient Sidi Sarr et Santingom, les deux recalés du groupe. Ils ont déjà quitté leurs coéquipiers. Santi, je ne l'ai pas eu parce que quand je me suis réveillé, ils m'ont dit qu'il était déjà parti. Mais j'ai eu à parler à Sidi. Je pense que ce n'était pas facile pour lui. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne, pardon. Et c'est vraiment dur à avaler parce qu'on connaît bien Sidi. Et il m'a dit le reste c'est à vous. Les au revoir sont toujours douloureux. Désormais focus sur la compétition, les Lions ont joué hier un match amical contre le Real Murcie qu'ils ont gagné sur le score de 7-0. Un score intéressant pour mettre en confiance la ligne d'attaque et travailler les automatismes. Donc c'était juste pour essayer de travailler surtout de la conservation, trouver les triangles, essayer surtout de marquer des buts parce que maintenant pour gagner des matchs il faut marquer des buts. Je peux dire que le travail qu'on a fait, le groupe l'a senti et c'est ce genre d'entraînement-là qui va nous aider. Parce que la CAN, ce sera comme ça, une lutte sans fin. Le capitaine Cheikhou Kouyaté, lui, sera un homme à multiples fonctions. Préposé à jouer désormais dans l'axe, le sociétaire de Crystal Palace se tient prêt. Pour moi, c'est un poste que je connais bien. Donc je passe en équipe nationale, j'ai joué beaucoup de matchs là-bas. En Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, Soudan, si je ne me trompe pas, match aller-retour. J'ai joué aussi plein de matchs en Ligue des Champions aussi. Ouais, je pense que je suis un peu polyvalent à l'axe ou milieu axe ou milieu gauche ou droite. Je connais tous les postes en équipe nationale. Maintenant, là où on met, j'essaie juste de m'adapter parce que voilà, je connais ce poste-là. Vous avez discuté un peu avec le coach pour savoir réellement où est-ce que vous allez jouer? Ou pour le moment, c'est un peu le flou? Ouais, pour le moment, c'est un peu le flou. Donc voilà, c'est lui, à lui
que ça revient le dernier mot. Maintenant, voilà, le travail continue et on verra pour la suite. Les Lions observeront désormais une seule séance d'entraînement jusqu'à leur départ vendredi. Il manque un maire ici, les équilibres. Merci Mame Fatou. Le départ de Santy et Sidi n'est pas une surprise pour le directeur technique national. Selon Mayacine Mar, le sélectionneur avait déjà en tête sa liste des 23, même s'il a voulu encore avoir plus de certitude durant ce regroupement. L'important pour Aliou Cissé, au-delà des aspects techniques, c'était de créer des liens entre les Lions. Écoutons Mayacine Mar avec Mame Fatou Ndoye. Je pense qu'il avait voulu effectivement aller à 25, mais il est clair qu'il avait déjà en tête, de mon point de vue, en tout cas, ceux qui en tout cas étaient prédisposés à jouer la CAN naturellement. Entre autres raisons, il y avait effectivement le fait que Sadio et Alfred ne soient pas présents effectivement donc ici à Alicante. Et c'est vrai qu'il avait voulu avoir effectivement un nombre effectivement qui lui permettrait d'avoir de l'opposition. Donc arrivé ici, je pense que donc le choix a été fait par le coach et effectivement il est arrivé donc que Sidi Sarr et Santy, n'est-ce pas, donc soit effectivement les deux qui ont été recalés. Mais je pense que c'est moins des aspects techniques. C'est plutôt, pour moi, c'est des questions d'expérience et de vécu de CAN. Il y a des postes sur lesquels je pense qu'il n'y a pas de discussion. Je crois quand même que vous le comprenez. Parce que c'est des garçons qui ont eu à s'imposer effectivement au niveau de l'effectif. Mais Sidi déjà, il n'était pas donc pour le dernier tour, donc Madagascar-Mali, déjà, qui était composé d'un groupe presque de 28 joueurs. Et Santy était, parce que bon, effectivement, le coach avait envie de le voir un peu par rapport effectivement à ce qu'il a voulu créer comme jeu, comme possession effectivement dans l'entrejeu. Mais au bout du compte, donc, il a préféré peut-être garder Saivé, n'est-ce pas, qui est dans le même profil que lui, mais également aussi qui a peut-être plus d'expérience parce que déjà ayant vécu déjà une CAN. Bon, c'est vrai qu'une séparation elle est toujours douloureuse, hein, je pense que, mais il faut accepter le principe, n'est-ce pas, de choix des joueurs. Et je pense que les garçons l'ont bien compris, vraiment ils l'ont bien accepté. Et ils sont déjà partis ce matin et ils ont vraiment souhaité vraiment à leurs camarades vraiment une très bonne CAN et qu'ils seront effectivement les premiers supporters vraiment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre ce soir sur la télévision Futur Média, votre émission Faram Facce en long et en large sur la sortie du procureur qui, je vous le rappelle, a lancé un appel à témoins dans le dossier Petro-Tim Aliou Sall. Et puis dans le dossier Cheikh Oumar Anne, le procureur demande à l'OFNAC de revoir sa copie et que dans le dossier Falloussen, des avancées sont attendues prochainement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Restez en compagnie de nos programmes. Excellente soirée sur TFM.